La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour, et puis bonjour l'Afrique. Aujourd'hui, Grand Angle, c'est un plateau riche. D'abord, je remercie les invités qui ont bien accepté l'invitation d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM qui, chaque jour, on s'est fixé comme objectif de donner encore plus de hauteur à nos émissions afin d'apporter les éclairages nécessaires. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, on fait appel à des invités de marque qui peuvent apporter vraiment un éclairage objectif et qui permet même à l'auditeur et l'auditrice lambda de comprendre les enjeux de ce monde. Donc cette émission Grand Angle, je la fais comme d'habitude avec mes deux compères. Alors Dr Ahmed Ben Saada qui se trouve à Alger. Merci d'être là. Bonjour Monsieur Mediouni et bien sûr bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique. Et Monsieur Zine Charfaoui, toujours, qui m'a jamais quitté. Bonjour Zine, merci. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, les invités, je commencerai par la gauche, parce que la gauche aussi, il y a des gens qui aiment la gauche. Donc, je commencerai par la gauche. À ma gauche, il y a le professeur Rudolf. Pardon? Bien sûr, et Rudolf, et je dirais même en libanais El-Kare. Voilà. Rudolf El-Kare, qui est professeur émérite des universités, Beyrouth, France et Canada. Qui est là pour la deuxième fois en Algérie. Voilà, je pense que j'ai toutes les informations. Merci d'être là, professeur Rudolf. Il y aura encore des surprises, vous allez voir. Voilà, d'accord. Et puis, à droite aussi, qui n'est pas à présenter, monsieur Majid Nama, qui était directeur d'Africasie, qui est actuellement en 2A, le directeur du magazine 2A, qui est la voix des non-alignés. Alors, il a apporté beaucoup de contributions à la compréhension de ce monde à travers ses œuvres, son travail quotidien et son patriotisme surtout. Merci d'être là, Monsieur Majidnam. Monsieur Mediouni, je vous remercie de m'avoir. C'est un honneur pour moi de participer à vos débats et à vos émissions. Merci beaucoup. Et puis, il y aura avec nous à partir de 11h, à partir de Genève, Monsieur Riyad Sidawi. Donc, on aura par vidéo à partir de Genève. Et puis, Riyad Sidawi n'est plus à présenter, ni en Algérie, ni dans le monde. Lui aussi, par ses contributions à la compréhension des enjeux géopolitiques de ce monde. Alors, la thématique, je pense qu'on est tous d'accord sur la nécessité de débattre de ce sujet. Ces guerres en cours sont-elles annonciatrices, je laisserai ça pour la première partie, annonciatrices justement d'un nouvel ordre mondial, parce que on a des guerres qui sont en cours, l'Ukraine, on a la Palestine, Gaza au Moyen-Orient, la Syrie c'est pas encore terminé aussi, hein. On a le Soudan, on a le Sahel, donc tous ces conflits dans les différents continents, est-ce que ça n'annonce pas l'établissement ou la mise en place d'un nouvel ordre économique mondial? Alors, si vous permettez, je donnerai la parole à Monsieur Majd, puisqu'il ne sera plus avec nous à 11h, d'accord? Et voilà, vous avez la parole, Monsieur Majd. Écoutez, déjà l'ancien ordre mondial est tombé. Ça, c'est... Vous mettez en face du micro, s'il vous plaît. Oui. Voilà. C'est sûr et certain, l'ancien ordre né sur les décombres de l'Union soviétique et de la fin de la Première Guerre mondiale, ça devient du passé. Il suffit de regarder le Conseil de sécurité de l'ONU, auquel l'Algérie va être membre non permanent à partir de janvier. Il est bloqué par ce nouvel ordre qui est en train de naître. L'ancien ordre ne fonctionne plus, et pour preuve, c'est la Chine et la Russie utilisent régulièrement, systématiquement, leur veto contre toutes les résolutions qui viennent de la partie qui occidentale. Visent le monde arabe, qui visent le monde musulman, qui visent l'Afrique. On l'a vu avec le Mali, avec le Niger et tout ça. Donc le Conseil de sécurité, qui est l'instance la plus importante du système onusien né après la Deuxième Guerre mondiale, ne fonctionne plus.
Il est en blocage. Il est en blocage parce Un que blocage. les deux parties utilisent leur veto. Si vous voulez, les deux grands membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie et la Chine, s'abstenaient. Quand elles étaient opposées s'abstenaient, ne faisaient pas de blocage. Du coup, le Conseil de sécurité est devenu une chambre d'enregistrement des volontés américaines occidentales. Tout ça, c'est fini. Ça a commencé avec la Syrie, surtout avec l'amère expérience en Libye, parce que à cette époque-là, la résolution 1970-1973 visait finalement à protéger les civils. Une zone d'exclusion aérienne. C'était au départ, c'était ça. Oui, mais pas à intervenir directement. Ouais. Donc, la Russie et la Chine ont eu le malheur et l'erreur de ne pas opposer leur veto. Et là, ils l'ont regretté. Et la Russie le regrette jusqu'à présent. Surtout la Russie, moi je me rappelle la réaction de colère de Vladimir Poutine quand il était Premier ministre à l'époque, c'est-à-dire c'était pas lui qui dirigeait la politique extérieure russe. Il a dit ça c'est une nouvelle croisade. Il a utilisé le mot croisade de l'Occident contre les pays du Sud. Donc c'était le début. Avec la Syrie, dès que l'occasion s'est présentée en 2011, quelques mois après la Libye, la Russie et la Chine ont utilisé un double veto. Et depuis, par exemple, la Chine, qui a très peu utilisé son droit de veto, sauf pour des questions concernant son environnement géopolitique proche, a utilisé ce droit de veto au moins une dizaine de fois concernant la Syrie. Oui, voilà, vous ne passerez pas. Voilà. Donc, et c'était au Yémen, pareil, partout où il y avait des enjeux de politique hégémonique occidentale. Donc maintenant, on a un bloc qui s'oppose à l'hégémon, comme l'a écrit notre ami Ahmad dans un dernier article, occidental, c'est fini. L'Occident, il est en train de dégringoler. La monnaie américaine est en train de reculer. D'abord, à travers l'histoire, chaque empire, il arrive au sommet, puis vient le jour où ça dégringole, et là, les positions... Dit, comme tout empire périra. Périra, voilà. Et on a vu que l'Europe, actuellement, cette Europe vassale des États-Unis, elle est en train de perdre énormément sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan des alliances. Et justement, est-ce que ce n'est pas le début de la fin de cette hégémonie? Oui. Et c'est la question que je poserai au docteur Ahmed Ben Saada. Effectivement. Donc, depuis le début de ce millénaire, nous voyons en fait nous voyons l'action militaire de cet Occident arrogant contre des pays souvent sous des subterfuges fallacieux, comme par exemple, je rappelle, en 2003, il y a eu l'histoire de la fiole des armes de destruction massive qu'on a vues à l'ONU, et ça a causé la mort de 1,5 million d'Irakiens. Ensuite, il y a eu la fameuse le fake news des 6000 morts de Kadhafi qui a été la cause finalement de l'adoption de la résolution 1973 contre la Libye. Et puis, ce que nous voyons actuellement, soit en Ukraine, soit en Palestine, c'est en fait ce deux poids, deux mesures. Comment peut-on être contre l'invasion de la Russie des territoires ukrainiens et pour le nettoyage ethnique en Palestine? C'est deux choses complètement antinomiques. Et ce que qu'on constate maintenant donc depuis cette décadence, c'est qu'il y a une crise de valeurs dans les pays occidentaux. Les valeurs sur lesquelles ils étaient basés ou qu'ils pensaient nous expliquer qu'ils étaient basés sur ça pour dominer le monde, ils sont en train de les bafouer, ils sont en train de les traîner dans la boue, et ça se fait devant tout le monde parce qu'on est à l'ère des médias sociaux et tout se sait maintenant très rapidement. Et des fois on se demande sur quelle planète vivent les décideurs européens et américains, sur quelle planète ils vivent. Quand on voit par exemple que
quand il y a eu le vote contre l'embargo de Cuba récemment, le monde entier a voté contre l'embargo. Il y a eu juste les États-Unis, Israël et l'Ukraine qui s'est accroché à ça en s'abstenant. Donc vous voyez, quand il y a eu le vote, comme disait mon ami Majed, quand il y a eu les votes contre l'invasion donc de la Russie, l'Afrique et le Sud global, on voit en fait une séparation, on voit un gap qui se creuse, énorme gap qui se creuse entre ce qu'on appelle l'Occident et ce qu'on appelle actuellement le Sud global. Et cette cassure ne va faire qu'augmenter. Si on regarde maintenant les indicateurs économiques, les groupes qui se forment actuellement comme les BRICS et les BRICS+, on assiste justement à un changement non seulement politique, mais qui est en fait dû qui va être exacerbé avec l'hégémonie économique qui va s'accompagner. Parce qu'actuellement, le Sud global détient tous les chiffres, tous les indicateurs économiques et sociaux actuellement. Ben merci, Dr Ahmed Ben Saada. C'est bien de m'avoir fait rappeler quelque chose. Actuellement, il y a des informations, il y a des déclarations même, que Zelensky, il est décrié même dans son entourage. D'abord, la dernière déclaration du maire de Kiev et du chef d'état-major de son armée. Est-ce que c'est pas à la fin du pion ou du soldat Zelensky? Certaines choses commencent à changer parce que nous pensons, et tous les experts le pensent, que la guerre, elle est déjà bouclée par la Russie contre l'Ukraine et que l'Ukraine ne pourra plus jamais reprendre les territoires qu'elle a perdus. Et ça, c'est un tournant dans cette guerre et dans la géopolitique mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Rudolph? C'est un des points de rupture des équilibres mondiaux que les Américains ont essayé de mettre en place après l'effondrement du système des blocs. Souvenez-vous de ce récit sur l'histoire qui avait été présenté par un monsieur qui s'appelle Fukuyama, qui disait que nous entrions dans la période de la fin de l'histoire. Aujourd'hui, nous vivons cette rupture-là, c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, des lieux géopolitiques, géographiques, où cette rupture est en train de se présenter. Et un des lieux les plus importants, avant l'Ukraine, avant ce que nous voyons aujourd'hui en Palestine, même si c'est extrêmement important, c'est la Syrie. C'est la Syrie parce que la Syrie est un pivot historique. C'est une société qui a pratiquement 7000 ans d'âge, par accumulation. C'est un patrimoine. Et c'est exactement ce que voulait nier l'Empire américain. C'est-à-dire que l'objectif, après l'effondrement du système des blocs, moi je dis l'effondrement du système des blocs, pas seulement de l'URSS, parce qu'on ne peut pas comprendre l'évolution de l'URSS et des États-Unis depuis la fin de la Première Guerre mondiale sans cette interaction entre les deux. Et on voit tout de suite cet équilibre qui s'est produit avec la fin de l'URSS, où les États-Unis ont cru qu'ils n'étaient plus que les maîtres du monde, il n'y avait personne autour d'eux. Il y avait en Europe des gens qui ruaient légèrement dans les brancards. On a vu après la guerre de Yougoslavie la soumission totale de l'Union européenne progressivement. Et je peux vous les dater, les phases où de plus en plus les élites européennes sont devenues totalement soumises et dépendantes des États-Unis. C'est bien de l'avoir souligné. Je vous laisserai terminer. Mais, pour ce qui est de l'ex-Yougoslavie, d'ailleurs, c'est ce qui a été reproché par Vladimir Poutine à l'Europe quand ils ont dénoncé son invasion, entre guillemets, de l'Ukraine. Alors qu'ils avaient disloqué tout un pays, ils l'ont partagé, ils ont créé un État, je parle du Kosovo, d'accord, qui a été créé par l'OTAN. C'est même pas un État, d'ailleurs. Il est aujourd'hui sous tutelle. C'est extrêmement important de parler du Kosovo, parce que le Kosovo est un peu le modèle de ce que j'aurais souhaité les Américains pour le monde. C'est-à-dire une base américaine principale implantée au sein de l'entité Kosovo, un État avec le respect que je dois aux gens, mais c'est en fait une alliance des mafias et des milices au Kosovo, sous tutelle de l'OTAN, qui est toujours sous tutelle de l'OTAN. Et avec évidemment le système de poids et de mesure, parce qu'avec les Serbes on se comporte d'une manière, avec les Kosovars d'une autre manière, etc. Mais je voudrais revenir sur ce point que j'avais soulevé, sur la question de la Syrie, dans le sillage de ce qu'a dit notre ami Majed Names sur le double veto. Le double veto est une affirmation politique.
pour faire capoter une résolution au Conseil de sécurité, il suffit d'un veto. Et c'est très important de voir ce qui s'est passé, notamment en 2012 et 2013. Et je me souviens d'un débat au Parlement européen où j'avais attiré l'attention des Européens sur le fait de l'importance de comprendre ce que signifiait le double veto. Non, ils étaient borgnes à l'époque, ils sont devenus quasiment aveugles. Ils ne voulaient pas voir. Et nous avons vu l'évolution progressive de la situation en Syrie. Le dernier point, si vous voulez, sur lequel il est important de revenir, c'est de voir qu'aujourd'hui, et ça nous amène aussi au futur, à l'avenir. Une des dynamiques principales de la politique américaine depuis l'effondrement de l'URSS, ça a été de pousser partout à la fragmentation du monde. Ces tentatives de fragmentation de la Chine, tentative de fragmentation de la Syrie, de la Fédération de Russie. Il le disait ouvertement, des responsables américains disaient « Nous allons aller vers le démantèlement de la Fédération de Russie ». Bon, c'est une tentative de démantèlement de ce que l'histoire a construit. Et le coup d'arrêt principal a été donné, à mon avis, en Syrie, où il y a eu, en 2015 notamment, cette réaction immédiate sur le terrain après les tentatives d'utiliser le mouvement terroriste aux fins que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous entrons justement dans cette phase nouvelle. Face à, en parenthèse, ce qui est important de voir là-dedans, c'est de voir pourquoi est-ce que les empires paniquent. D'abord, un empire ne reconnaîtra jamais qu'il n'est plus un empire, qu'il n'est plus hégémonique. C'est par la force des choses, parfois souvent dans la violence et le sang que ça se produit. L'indépendance ne s'acquiert pas. C'est pas à l'Algérie que je vais donner cette leçon, pas du tout. L'indépendance s'acquiert par les sacrifices d'une nation, d'un peuple, d'une société, d'un État. Eh bien, ce qui a beaucoup dérangé, justement, les Américains à l'époque, c'est que l'État syrien et la société syrienne ont fait une preuve d'une capacité de résistance qui a fait, si vous voulez, qui a démenti tous leurs pronostics concernant cette désagrégation. Et là, je vais faire le lien très rapide entre ce processus de fragmentation qui était initié par les Américains. Il suffit de lire Zbigniew Brzezinski pour savoir, parce qu'ils écrivent, ils disent ce qu'ils font, ou le rapport de la Rand Corporation, et le futur et l'avenir. Là où eux travaillent sur la dissociation et la dislocation, nous, dans nos sociétés, de ce que vous avez appelé, cher ami Ben Saada, le Sud global, nous travaillons à l'association, à la reconstruction. Et je pense que c'est cette phase nouvelle dans laquelle nous entrons. Permettez-moi juste de rappeler une petite chose qui est extrêmement importante pour l'Afrique. Vous vous souvenez, lors des indépendances juridiques, la sagesse des dirigeants du mouvement anticolonial s'est exprimée en disant notamment: nous n'allons pas reformuler ou changer les frontières héritées de la décolonisation pour ne pas ajouter au désordre de la colonisation le désordre de la décolonisation. Le résultat, ça a été quoi? Ça a été l'assassinat de Lumumba, ça a été l'assassinat de Barca. Voilà comment il réagit. Dernier point, j'ai une petite fierté concernant l'Afrique, si je peux me permettre de vous la dire. Parce que je ne suis pas arrivé comme je veux sur la chose. Vous savez, dans moi qui ai rédigé mon émission, c'est l'émission où la liberté d'expression, elle est totale. Alors, exprimez-vous. Simplement, je vous dis, cette petite fierté, c'est moi qui ai rédigé l'exposé des motifs de la reconstruction de l'Union africaine il y a une vingtaine d'années. Ah ben super, on est fiers que vous soyez avec nous dans ce studio. Alors, Monsieur Zine Sharfawi, pour abonder dans le même sens, vous qui êtes le spécialiste en géopolitique. Oui, alors les signes de la confrontation, si vous voulez, entre l'Occident, à la tête duquel on retrouve les États-Unis, après contre la Russie et la Chine, est perceptible en Syrie, mais il est perceptible aussi en Afrique. Alors en Afrique, effectivement, nous assistons à la fin d'un monde, mais le nouveau monde a du mal à naître aussi. Donc, malheureusement, c'est que ce changement ou cette transition se fait de manière cataclysmique. Alors vous avez l'ancien monde qui est là, qui résiste, etc. Nous le voyons en Afrique. Vous avez les anciennes puissances coloniales ont été chassées de
certains pays. Bon, je prends l'exemple de la France qui a été chassée de la Centrafrique, qui a été chassée du Mali, qui a été chassée du Burkina Faso, et plus récemment encore du Niger. Mais bon, elle résiste aussi dans d'autres endroits, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et vous avez aussi les États-Unis qui ne font pas beaucoup de bruit en Afrique, mais qui sont là et qui surveillent de très près l'évolution de la situation, et qui pratiquement, pour reprendre un jargon des journalistes sportifs, qui fait un marquage individuel strict à la Russie. Donc, par exemple, vous savez tous qu'il y a eu en juillet dernier un coup d'État au Niger. Et donc, à l'issue duquel un pouvoir a été mis en place et un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et à la tête duquel on retrouve des généraux. Donc l'une des premières décisions de ces généraux a été de chasser l'ancienne puissance coloniale qui est la France. Et bon, il y a eu des velléités aussi de demander aussi très gentiment aux États-Unis de partir. Ça n'a pas été fait. Les États-Unis, même si officiellement dans leur doctrine, ils quittent les pays où il y a des coups d'État, mais dans le cas du Niger, ils ne sont pas partis. Parce que c'est stratégique. Ah oui, parce que... Et en plus ça, ils étaient très intelligents, les Américains. Si on se souvient, ils n'ont pas dénoncé le coup d'État. C'était à demi-mot, voilà. Oui, donc ils ont fait un peu entorse à leur ligne de conduite, et parce que, bon, ils considèrent que cette région du monde est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante du point de vue des ressources. Le Niger est un pays riche en uranium, donc c'est la raison pour laquelle la France a vraiment essayé de résister, d'essayer de ne pas partir, mais bon, au final, ils sont partis, donc ils sont là, donc les États-Unis, puis ça permet aussi aux États-Unis de suivre pratiquement à la seconde tout ce qui se déroule au Sahel. Et aujourd'hui, la grande hantise des États-Unis est de voir débarquer la Russie dans la région. Et la Russie, elle commence à réinvestir, à s'installer dans la région. La Chine aussi. La Chine, ils sont pour le moment dans une attitude qui consiste à faire uniquement des affaires, etc. Donc, mais les Russes ont affirmé, il y a une volonté claire de la part de la Russie de retravailler avec ses anciens alliés. Donc durant les années 60, les Russes avaient d'excellentes relations avec le Mali, avec le Niger, etc. Et elle considère que c'est aussi son champ d'influence, mais plus encore son milieu naturel. Ouais. Et donc, on le voit avec la récente visite d'un vice-ministre de la Défense russe, d'abord qui a transité par la Libye, qui a vu Haftar très longuement, et auquel Moscou a proposé une coopération militaire accrue. Et les Russes font la même chose aujourd'hui avec une signature d'un accord de coopération avec Niamey, signature de coopération avec le Ouagadougou. Et donc voilà, donc, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, pour revenir un petit peu à notre sujet de départ, effectivement, donc, nous avons la Syrie qui effectivement renseigne ou traduit ou exprime effectivement ce changement du monde, mais en Afrique encore plus. Pourquoi ? Parce que l'Afrique est un continent qui fait 1,2 milliard d'habitants actuellement. Il va faire probablement le double dans moins d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, tout le monde dit que l'Afrique est le continent de l'avenir. C'est le plus prolifique en matière de naissance. Voilà. Et d'ailleurs, je vous rappellerai, messieurs, je vous rends la parole. Oui. Il y a un document, il y a une œuvre qui a été demandée au service de renseignement américain, à la CIA. C'était le livre qui s'intitulait Le Monde en 2030. Et là, on a une deuxième œuvre qui s'intitule Le Monde en 2040. Et on voit que tout est focalisé sur cette Afrique qui devient la bombe de demain sur le plan démographique, parce que faudrait remettre les choses dans leur contexte. Là, l'Europe, elle est vieillissante aujourd'hui, même sur le plan démographique. Les naissances, elles baissent. Les gens avancent dans l'âge, et justement sur le plan productivité, ça pose problème pour que cette Europe se maintienne toujours à la place qu'elle détenait. Donc tous ces enjeux, moi je voudrais vous relancer sur une chose peut-être qu'on a oubliée. Durant ce siècle, l'Amérique, la puissance, qui a utilisé l'OTAN, c'est eux qui ont créé les groupes terroristes, on est d'accord. Je parle de l'Afghanistan, les moudjahidines afghans. Après, en Syrie, Al-Nusra, l'EI, parce que c'est même des agents des services de renseignement américains qui ont commencé à parler, que de dire que l'EI, c'est nous qui l'avons. D'ailleurs, on voit que
l'armée israélienne Tsahel, hein, l'armée sioniste, elle fait sortir des blessés de Nosra, de Syrie, pour les soigner. Donc, l'utilisation de groupes terroristes, c'est pour déstabiliser ou pour maintenir l'hégémonie sur ces régions du monde. Alors, je te laisse continuer, je donnerai la parole à Ahmed. Oui, alors là où nous voyons, nous, très maladroitement de la démographie, à l'extérieur, on voit surtout un marché. Donc vous avez aujourd'hui 1,2 milliard, demain vous aurez peut-être 2 ou 3 milliards. Et pour les Occidentaux, c'est un marché énorme, sans compter que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'Afrique, au plan des ressources, ça sera un peu la dynamique, le moteur de demain. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que il y a aujourd'hui une intensification des guerres d'influence en Afrique, et permettez-moi et l'intensité ou l'importance du continent est vérifiée à travers la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour la première fois de l'histoire à Niamey il y a 6 ou 7 mois. Donc ça montre l'intérêt que revêt un peu ce continent pour les Américains, surtout qu'en plus des Russes, il y a la Chine, il y a la Turquie aujourd'hui, il y a beaucoup de puissances émergentes. Et donc aujourd'hui, ce changement se fait de manière très violente. Donc aujourd'hui, on assiste à un nouveau partage du monde. Et on le voit en Afrique, donc c'est des guerres par procuration, c'est la création de groupes terroristes, donc on est dans des cas de proxy. Moi, aujourd'hui, ce qui nous sidère le plus, ce qui nous touche le plus, ce qui nous affecte le plus, c'est que ce redécoupage du monde, on n'hésite pas pour des intérêts économiques, etc., à sacrifier tout un peuple. Et je parle dans le cas présent de la Palestine. Donc aujourd'hui, on va arriver à ça, si vous permettez, M. Zinchofaoui. C'est le premier génocide du XXIe siècle. Non, mais vous avez parlé de changement. D'ailleurs, tous les accouchements se font dans la douleur, on est d'accord. Donc, premier ordre économique mondial, premier ordre politique mondial, c'était après la Première Guerre mondiale. On a vu un deuxième ordre après la Deuxième Guerre mondiale. Là, les gens commence à dire qu'on est déjà dans une troisième guerre mondiale, parce que quand on voit les foyers de tension à travers tous les continents, on est dans cette troisième guerre mondiale qui utilise aujourd'hui d'autres moyens que le combat corps à corps qu'on a vu à Verdun ou durant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Vous en pensez quoi, monsieur? Écoutez, moi, j'adhère à la doctrine professée par Emmanuel Todd, dans son article très célèbre qu'il a publié en japonais plutôt qu'en France, parce qu'il est combattu en Europe et en Occident. La Troisième Guerre mondiale a commencé. C'est à partir de la guerre d'Ukraine. Parce que ça, c'est une guerre mondiale qui a commencé, bien sûr, dans les Balkans, ça c'est sûr, mais même avant les Balkans, parce que contrairement aux engagements pris après l'effondrement de l'Union soviétique, la fin du communisme, il était convenu, et ça il y a des témoignages, il y a des accords verbaux, comme quoi aucun membre du pacte de Varsovie n'adhérait à l'OTAN. Et théoriquement, l'OTAN devait être dissoute aussi, parce que il n'y a plus de guerre froide. À quoi ça sert? Et à l'époque, ils avaient prétendu que non, l'OTAN n'est pas une organisation militaire agressive, c'est pour la défense mutuelle, etc. Et on l'a vu en Yougoslavie, ils ont cassé la Yougoslavie qui jouait un rôle central en Europe, et les Européens ont participé à cette destruction. À l'époque aussi, même la Chine, ils avaient détruit, bombardé l'ambassade de Chine à Belgrade. Donc tout ça s'accumulait, vous voyez. Et puis il y avait les révolutions de couleur qu'ils avaient fait en Ukraine déjà depuis 2000. Vous en pensez quoi du départ précipité des forces de l'OTAN de l'Afghanistan? Ces scènes qu'on a vues, c'est le début de la décadence de cet empire. Le problème, c'est qu'ils ne lisent pas l'histoire. D'abord, l'Afghanistan n'a jamais été occupé, ou provisoirement.
c'est-à-dire les Britanniques, avec le passage de Khaybar en Afghanistan, ils étaient massacrés. Vous voyez, c'est parce que la physiologie, la physionomie de l'Afghanistan ressemble beaucoup au Yémen du Nord. Et ça ressemble à l'Algérie aussi. Hein, ça ressemble à l'Algérie. Tous les empires qui sont passés, ils sont partis. Ils n'ont pas tiré les enseignements du Vietnam. Moi, je compare les scènes de débandade dans l'aéroport de Kaboul aux scènes Hanoï. À Saigon. Saigon. Le dernier ambassadeur a grimpé sur un hélicoptère. Ouais. Et puis après, ce qui a suivi, les boat people et tout ça. Et c'est pour cela que Giap disait que l'impérialisme est un mauvais élève qui n'apprend pas les leçons. Non, oui, c'est pas son arrogance. Et c'est le cas aussi d'Israël. Ils n'ont pas tiré les enseignements de leur défaite en 1973. En 1973, je le confirme, c'était une victoire de l'armée égyptienne et syrienne, aidée aussi par quelques armées arabes, y compris l'algérienne. D'ailleurs, c'est toujours la hantise de Sharon. Et c'était la trahison de Sadat qui a laissé tomber la Syrie, qui pensait, et là c'est une aberration géopolitique, que 99% des cartes sont entre les mains des États-Unis. Bon, maintenant on voit l'Égypte. Dans quel état se trouve l'Égypte? Avec le système libéral, soi-disant libéral, avec l'alliance avec les États-Unis, alors que l'Égypte nassérienne était le leader du monde arabe, du monde de l'Afrique. Rappelons-nous le rôle de l'Égypte de l'époque. C'est la même chose au Congo. Comme David n'a rien apporté à l'Égypte, c'est comme la normalisation et les accords d'Abraham pour les pays qui ont normalisé. Oui, donc voilà, c'est-à-dire c'est le sort de ceux qui se fient aux colonisateurs et en qui ils croient que c'est une assurance vie. Finalement, on les laisse tomber. Par exemple, en Côte d'Ivoire, pour parler de l'Afrique, en Côte d'Ivoire, Gbagbo avait une garde rapprochée israélienne. Ça n'a pas empêché de l'évincer. En Mauritanie, Oueltaï, il a aussi établi des relations diplomatiques avec Israël, soi-disant pour se protéger, pour qu'il reste au pouvoir. Monsieur Medj, un signe aussi qui ne trompe pas. L'armée israélienne, telle qu'on l'a décrit comme invincible, cette armée sioniste, sans pitié, avec son armement, sa technologie, elle n'a pas pu faire face à la résistance palestinienne. S'il n'y avait pas eu l'apport et le soutien logistique et même humain, il y a 50 000 combattants qui sont injectés dans l'armée de Tsahel, et il y a les porte-avions qui défendent justement l'armée israélienne contre les Houthis. Donc finalement, un monde est en train de changer. Non, pas seulement. C'est-à-dire, depuis 67, c'était la seule guerre, parce que le monde arabe n'était pas préparé, ne voulait pas faire la guerre. Ça, c'est une évidence. Parce qu'il voulait... Non, c'était le roi du Maroc qui avait trahi les Arabes. Il avait trahi. C'était après, pour la guerre de 73, parce qu'il a trahi tout le temps. C'est pas seulement pour ces guerres. Si vous voulez, Israël n'a gagné aucune guerre, parce que c'est quoi gagner une guerre? C'est obtenir les résultats, c'est-à-dire réaliser les objectifs de la guerre. Or, ni en 73, ni en 82, Israël a occupé une capitale arabe en 82, et elle a dû fuir, vraiment fuir la capitale libanaise. Et puis au Liban, elle a perdu la guerre en 2006 face à la résistance libanaise. Oui. Vous voyez, tout simplement, il y a un rapport de force qui se crée. Maintenant, c'est comme disait le secrétaire général du Hezbollah, Israël est elle est plus fragile que il commence à y avoir beaucoup de problèmes dans la politique intérieure israélienne. On voit qu'il y a une dislocation même du gouvernement. On est devant une scène inédite. On n'a jamais vu un pays qui affronte une guerre
et qui se déchirent. Ouais. Et ça, c'est le cas d'Israël. Ah ben justement, c'est bien de me relancer sur ça avec Dr Ahmed Ben Saada. Les acquis de la résistance palestinienne, on parle toujours de géopolitique mondiale, parce que ça, c'est inné. Cet acquis de la résistance palestinienne face à cette armée qu'on décrivait comme invincible. Aujourd'hui, des sociétés, et puis surtout la sauvagerie avec laquelle est bombardé Gaza, ces enfants déchiquetés, ont fait réagir les sociétés civiles du monde entier. Et l'université américaine qui prend à bras le corps cette cause palestinienne, est-ce que c'est pas un tournant dans l'histoire de cette humanité? Bien sûr, mais je vous rappelle, par exemple, l'ancien ambassadeur israélien à Paris, dans une émission radio à Paris, il se plaignait, il dit se lamentait, les nouvelles générations ne lisaient pas l'histoire. Quand on leur parle de la Shoah, ils nous disent Gaza. Ouais, voilà, donc ils ont perdu cette bataille. Jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ça me fait rappeler, pour mettre un peu de... parce que c'est tellement triste ce qu'on est en train de vivre, mais la dernière fois au Conseil de sécurité, l'ambassadeur de Palestine avait commencé son discours en racontant une histoire. Il a dit à tel siècle, il y avait un juif qui était là, et puis on lui a volé ses chaussures, il s'est retrouvé que c'était un juif qui avait volé. Il y a l'ambassadeur d'Israël qui dit non, il n'y avait pas de juif. Il dit maintenant, pour la première fois, on est d'accord qu'il n'y avait pas d'Israéliens. Voilà. Donc je laisserai Ahmed Ben Saada continuer. Oui, moi j'aimerais revenir à une question précédente, celle du terrorisme. En fait, ce qu'on remarque par rapport aux méthodes, disons, de déstabilisation des pays par l'Occident, en particulier par les États-Unis, le cas par exemple de l'Ukraine où en 2004 il y a une révolution colorée qui a été fomentée, la révolution orange, et qui a permis de mettre en place on va dire ça crûment, D'ailleurs, une seconde, parce que je vous dois au moins ça. Oui. Je demande à tous nos amis auditeurs et auditrices de trouver le livre de Dr Ahmed Ben Saada d'Arabesque pour comprendre comment on déstabilise les sociétés et les pays, comment que l'impérialisme essaie de mettre la main sur les richesses des autres. D'accord? Consultez ce livre, lisez-le, il est très intéressant. Comme il y a eu aussi pour l'Algérie les autoproclamés leaders du Hirak que je vous incite à trouver et à lire. Merci beaucoup. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, en 2004, il y a eu une révolution colorée qui a permis de mettre des pantins au pouvoir, qui ont d'ailleurs 5 ans plus tard, qui ont été complètement effacés. Le président qui a été plus ou moins adoubé par les Américains et a eu un score lamentable. Il a été effacé complètement du paysage politique, et ça a amené au pouvoir Yanukovych qui était un pro-russe. Mais cette candidature ne plaisait pas aux Américains. Donc, ils ont fomenté notre style de déstabilisation, mais pas avec la méthode non violente. Ils ont utilisé des groupes néo-nazis, comme le bataillon d'Azov, comme le secteur droit, le private sector, etc. Donc, ces groupes néo-nazis ont été instrumentalisés, justement, et qui ont déstabilisé le pouvoir avec la violence. Il y a eu des morts, il y a eu même un carnage à la maison du syndicat d'Odessa, par exemple, une cinquantaine de morts qui ont été brûlés vifs, etc. Ce que l'Occident ne reconnaît pas, mais la réalité est là. Ça, d'un côté, si vous regardez les méthodes donc américaines et occidentales qui ont d'ailleurs approuvé ce coup d'État. D'ailleurs, j'avais écrit un article dans le temps où j'ai appelé ça un vrai coup d'État, parce que Yanukovych était élu démocratiquement et qu'il y avait des observateurs européens qui ont assisté au scrutin. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Syrie et en Libye, au début, et là je l'explique un peu dans mon livre Arabesque, il y a des cyberactivistes qui ont été formés, très connus, qui ont commencé à faire des manifestations non violentes et qui s'est rapidement, mais alors très rapidement transformé en un terrorisme de Daesh, terrorisme de Nosra, etc. et qui ont été aidés. D'ailleurs, il y a même des photos qui ont circulé de campements de Daesh avec des tentes de l'USAID. Ça a fait la une des journaux dans le temps. Et donc,
l'utilisation des groupes terroristes, des groupes violents, en fonction des pays, parce que comme il n'y a pas d'islam en Ukraine, on peut pas créer des terroristes islamiques. On va chercher dans le terroir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme élément violent. Donc en fonction des pays, on utilise la violence pour déstabiliser les pays. Et ça, c'est très important à comprendre. Et c'est ce qui donc donne un aperçu des valeurs dégradantes et dégradées de l'Occident, c'est-à-dire d'utiliser la violence, d'utiliser la mort, d'utiliser la destruction, d'utiliser toutes les choses qui sont contre l'humanité pour arriver au pouvoir, pour placer des gens au pouvoir et pour bénéficier des richesses des pays. Alors, les idiots utiles aussi. ouais. Mais ce que je, c'est ça, les deux œuvres de Dr Ahmed Ben Saada m'ont fait comprendre que Dr Ahmed Ben Saada ne pourra jamais être suisse puisqu'il ne peut pas garder les secrets bancaires. Donc, il a été cherché partout. Qui est-ce qui a touché telle somme? Qui est-ce qui lui a viré? Quelle est l'organisation? Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas être banquier, vous. Donc, professeur, dans le même sens? Oui, justement, dans le même sens, je voudrais apporter quelques éclairages très rapides. Le premier point, vous avez parlé tout à l'heure de la surpuissance matérielle de l'armée sioniste, l'armée de l'entité israélienne. Nous les avons vus à l'œuvre sur le terrain, lorsque c'est d'homme à homme, ils sont non seulement totalement perdants, mais ils sont lâches. Ils prennent la fuite. On l'a vu. La deuxième chose, c'est que je voudrais rappeler quand même les coups qui ont été portés à cette armée qu'on présentait à la fois comme l'une des plus puissantes du monde et la plus morale du monde. La plus morale. D'ailleurs, c'est qu'en fait... Et la seule démocratie du Moyen-Orient. Mais oui, mais je vais vous dire une chose. C'est la morale à l'œuvre. Il faut en tirer une conclusion, c'est-à-dire que l'Occident collectif dans sa culture fait une inversion de sens. Lorsqu'il parle de paix, il faut voir guerre. On peut faire toute une liste, justement, de ce type de vocabulaire. Le deuxième point, c'est que moi, je voudrais qu'on me raconte quand est-ce que les États-Unis n'ont pas été en guerre. Pas lorsqu'ils ont été en guerre. Et quand est-ce qu'ils ont gagné une guerre? Depuis la guerre. Ils n'ont jamais gagné de guerre. Hein. Il n'y a jamais eu de période où les États-Unis, non seulement n'étaient pas en guerre, mais lorsqu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas les conditions, ils les provoquaient. Le troisième point, qui, à mon avis, est très important. Vous l'avez soulevé sur la question des liens entre les mouvements terroristes et certaines sphères de l'OTAN et des États-Unis. Je vais prendre quelques exemples très rapides. Premièrement, la fameuse déclaration de Laurent Fabius, lorsqu'il était encore ministre des Affaires étrangères. Je le cite textuellement dans une conférence de presse à Rabat, avec feu le ministre des Affaires étrangères saoudien. Daesh fait du bon boulot en Syrie. Regardez la qualité du vocabulaire. Bon boulot, un ministre des Affaires étrangères qui parle ce type de langage. Mais il y a ce d'autres groupe qui points. égorgeait les gens sur les plages. Absolument. On a vu le bon boulot dans les rues de Paris. Nous avons documenté les preuves que lorsque l'armée syrienne a libéré plusieurs régions, notamment aux abords de l'Euphrate, des hélicoptères Chinook américains sont venus transporter des éléments de Daesh vers l'Afghanistan d'abord et vers le Kurdistan irakien. Et la Libye aussi. Hein. Pardon. Et la Libye aussi. Oui, absolument. Vers la Libye, voilà. Absolument. Le deuxième point, c'était également documenté au tout début de la guerre contre la Syrie, et il faut bien dire la guerre contre la Syrie. C'est pas le conflit, etc. C'est toujours ce même vocabulaire. Nous avons vu des sénateurs américains, dont il est décédé, l'ancien sénateur John McCain, qui était à Maïdan aussi, qui sont venus au Liban et se sont réunis avec des responsables d'organisations terroristes, présentés évidemment comme de magnifiques démocrates. Deuxième élément, ici, en Afrique du Nord. Vous vous souvenez de ce monsieur dont la tête avait été mise à prix pour $1 million par la CIA, il s'appelle Abdel quelque chose, Abdel Krim, je ne sais plus comment. Sa tête était mise à prix par la CIA. Par la CIA. Un an plus tard, on le retrouve en train de prendre dans ses bras, elle aussi le prenait dans ses bras, Madame Hillary Clinton au pied de son avion. Troisième élément, ou quatrième, je me souviens de cette manchette du Washington Post qui disait à un moment, dans le sud de la Syrie, les milices financées par la CIA se battent contre les milices financées par le Pentagone.
Ça, c'est... Ouais. Et on peut, à l'avenant, si vous voulez, trouver... L'autre point, c'est cette correspondance qu'il y a entre le récit idéologique, une forfaiture, et qui est vraiment une imposture, que je voudrais résumer par ce qu'a dit M. Borrell, qui m'a beaucoup étonné d'ailleurs, il faut que je le dise. Le Borrell qu'on pratique actuellement comme ministre des Affaires étrangères européen n'a rien à voir avec le Borrell comme si c'était qui a été président du Parlement européen. Il y a quelque chose qui a changé. Lorsque ce monsieur s'est permis de dire que l'Europe était un jardin entouré d'une jungle barbare. Et en plus de ça, alors ça c'est extrêmement intéressant parce que ça rejoint la première question que vous avez posée sur quel monde change. Il a fait un discours devant les futurs hauts fonctionnaires à l'école de Bruges, à l'école européenne de Bruges, dans lequel il a dit à ces hauts fonctionnaires, futurs hauts fonctionnaires, vous êtes les nouveaux conquistadors. Vous vous imaginez ce que c'est? Alors moi j'ai répondu ce jour-là, eh bien il peut dire ce qu'il veut, mais le monde qui est en train de s'effondrer justement, c'est celui de 1492 qui a commencé avec les nouveaux conquistadors. Ben voilà. Troisième ou avant-dernier point, vous parlez des acquis concernant la Palestine. Si vous permettez, quand je parlais des acquis, je voudrais préciser d'abord, les colonies, elles sont vidées aujourd'hui, les gens ne veulent plus rester dans les colonies, il y a beaucoup de capitaux qui sont repartis. Pas seulement à Gaza, même dans le Nord aussi. Et puis, il y a aussi cette société civile mondiale qui se soulève. Oui, voilà. Tout à fait. Ça c'est à ce niveau, mais il y a, si vous voulez, quelques points qui, à mon avis, sont des points de rupture. Là. Première chose, c'est important, l'extrême droite en Europe a révélé son vrai visage. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vu aux côtés de qui elle s'est rangée. Et ça aura certainement des conséquences. Mes amis, s'il vous plaît, je vais vous dire juste une chose. Je vais permettre à M. Majd Nam de rejoindre d'autres confrères, parce que c'est le moment. En attendant qu'on se mette en contact avec M. Riyad Sidawi à partir de Genève, donc on donnera le temps à M. Majd. Je ne dirais pas de nous quitter. Je ne le souhaite pas, mais voilà. Voilà. Alors, continuez. Ouais. Oui, je disais donc, les choses maintenant sont plus claires. L'extrême droite européenne qui surfait de façon très floue sur certaines causes, aujourd'hui a révélé son vrai visage. Et ça, je pense que ça aura un impact sur l'évolution politique au sein des États européens. La deuxième chose, le deuxième acquis, c'est que ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, qui sont un mensonge, une forfaiture, une imposture, pour la faire très courte et de façon très claire, sont quasiment aujourd'hui à terre. Ça, c'est terminé. Et le troisième point, qui est extrêmement important sur le temps long, c'est que pendant 75 ans, l'entité israélienne et ses parents ont essayé de détruire littéralement la société palestinienne de l'intérieur en misant principalement sur la deuxième et troisième génération. Eh bien, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la troisième génération qui est beaucoup plus radicale que celle qui l'a précédée. Et ici, je me rappelle cette phrase de cette jeune Tamimi qui disait « Nous sommes la génération qui va libérer la Palestine. » C'est cette génération que vous voyez devant vous. Je terminerai juste sur ce petit point rapide. Ce que si vous voulez, dans cette perspective de même mise des États-Unis, dont on a parlé, sur le monde, littéralement, et cette tentative de redécoupage du monde au profit d'un centre impérial, il y a des éléments qu'il faut relever. C'est la négation des États, la négation de la personnalité nationale des États, des sociétés. Et aujourd'hui, je pense que donc c'est une négation, si vous voulez, à la fois de leur histoire, de leur patrimoine, de leur culture. Et ce que nous retrouvons aujourd'hui, justement, dans cette nouvelle dynamique qui s'ouvre, c'est un respect des souverainetés, un respect du patrimoine national, un respect des sociétés nationales et une reconstruction totale sur la base du respect de ce qu'est chacun. Vous parliez tout à l'heure de la Russie et de la Chine. Justement, ce qui fait la différence, c'est que la Russie et la Chine, parce qu'on entend, oui, ils vont remplacer, un ministre français s'est permis même de dire, mais attention, les Africains, il y a un nouveau colonialisme. De quel droit vous êtes le dernier à oser ouvrir la bouche, si je peux me permettre ça, vous, ministre français, sur ce qui s'est passé. Monsieur Rudolph, et donc, juste cette dernière phrase. C'est très court parce qu'on arrive au flash de 11h. Alors je voudrais... Ce respect des souverainetés
et de l'intégrité nationale de cette société. Merci, M. Rudolph. On va revenir juste... maintenant, c'est le flash de 11 heures. Je laisserai mon confrère le présenter, puis on reviendra pour continuer notre débat. Et j'espère qu'entre-temps, on aura la connexion et le contact avec M. Riyad Sidaoui. Mesdames et messieurs, rebonjour, et puis rebonjour à l'Afrique. Voilà, nous écoutions ces cris d'enfants, cette résistance magnifique, et puis cette lâcheté des Occidentaux. Quand on nie le droit d'un peuple à sa résistance, à son indépendance. Donc voilà, ce monde qui est en décadence, il met de côté même le droit international, parce que quand on parle d'Israël a le droit de se défendre, c'est faux. Israël elle a le devoir, en tant que force occupante, de protéger les populations et ne pas les bombarder. D'accord, mais je salue aussi, il y a des moments d'espoir, la position du président algérien et de l'Algérie de rester droit dans ses bottes en étant toujours aux côtés des peuples opprimés. Et ça, c'est une fierté pour nous d'être algériens. Et je pense que même nos amis sont fiers d'être avec nous aujourd'hui. Totalement. Voilà. Totalement. Alors, on va continuer ce débat. Et je ne sais pas si on a le contact avec M. Riyad Sidaoui, donc on l'aura dans un moment. Et la dernière, ce qu'on est en train d'entendre sur le plan de la nouvelle géopolitique mondiale, le fait de mettre de côté les règles qu'eux-mêmes ont mis en place, je parle du droit international. Donc ça, c'est un peu révoltant. Et on voit qu'ils sont en panique, ces gens-là. Ils savent pertinemment qu'ils sont en train de perdre pied en étant cette force hégémonique et qu'il y a un remplacement qui doit se faire par le tiers-monde, par le Sud global, par les non-alignés, par toutes ces forces qui sont épris de justice et de liberté. On a vu le soutien de l'Amérique latine par rapport à la cause palestinienne. Je pense qu'on a déjà le contact, je pense, avec M. Riyad Sidaoui à partir de Genève. Oui. Ah ben, bonjour, M. Riyad Sidaoui, bonjour. Bonjour, vous êtes Bonjour, avec... merci. Et puis, je vous souhaite bienvenue à notre émission Grand Angle. Alors que Merci beaucoup. Hier, le matin, c'était le plein soleil. J'arrive à Genève, la neige, moins de degrés. Ah ben, Tout a changé. ah ben, Dommage. revenez, vous avez toujours votre place ici. Et puis, toujours avec Merci moi, pour m'accompagner dans cette émission Grand Angle à Ifriqiya FM. Alors, j'ai avec moi le docteur Ahmed Ben Saada. Je n'ai pas à vous le présenter, vous êtes amis. D'accord? Et j'ai avec moi aussi, alors, M. Zine Sharfawi, journaliste, politologue et puis spécialiste des questions géopolitiques, surtout du Sahel et de l'Afrique. Et avec moi au studio, Rudolph, que vous connaissez, d'accord, vous avez eu l'occasion de vous croiser. Et Rudolph, il est professeur émérite des universités de Beyrouth, de France et du Canada. Et le thème qu'on avait choisi, c'était « Est-ce que ces guerres qui sont en cours ne sont pas annonciatrices d'un nouvel ordre mondial ?» Et on abordera en deuxième partie, là, pour la deuxième demi-heure, là où vous êtes avec nous, cette convoitise, ou bien cette Afrique qui attise les convoitises des superpuissances. Il en est de quoi, justement? Est-ce que c'est ces richesses? Est-ce que c'est un nouvel ordre qui se met en place? Donc, je voudrais qu'on continue notre débat. Et je vous donnerai la parole à vous en premier, Monsieur Riyad Sidaoui. Oui. Absolument. Moi, le nouvel ordre mondial, on peut le voir tout d'abord à travers les chiffres. On le comprend par les chiffres. Ça fait quelques petites années, le FMI et la Banque mondiale ont déclaré que en 2030, et pour la première fois, le produit intérieur brut, PIB chinois, va dépasser le produit intérieur brut américain, le PIB américain. D'ailleurs, l'Inde et le PIB indien a dépassé largement celui de la Grande-Bretagne, l'ex-puissance coloniale qui a colonisé l'Inde. Donc le colonisé a dépassé le colonisateur. Très bien. Évidemment, la France, même la France qui est septième actuellement, derrière l'Inde et la Grande-Bretagne, en 2030, elle va avoir la 10e place. Donc le Brésil et l'Indonésie vont dépasser l'économie française. Comment pouvons-nous analyser tous ces chiffres?
évidemment, il y a une mutation, évidemment, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se composer. Alors la Russie, c'est la puissance nucléaire. Rappelons-le, c'est la première puissance nucléaire dans le monde, avec environ 7000 têtes nucléaires, qui dépassent même les États-Unis d'Amérique. Et certes, avec les États-Unis d'Amérique, ils ont 90% des têtes nucléaires dans le monde entier. Et les 10% partagés avec la France, la Chine, la Grande-Bretagne, l'Inde, le Pakistan et malheureusement l'entité sioniste. Donc, à travers les chiffres, on voit bien ce nouvel ordre mondial. Poutine, avec la guerre en Ukraine, a accéléré l'émergence de ce nouvel ordre mondial, puisque le monde est divisé. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une guerre forward, clairement. L'axe sino-russe est bien illustré, surtout au plan économique, parce que l'Occident, quand il a installé des embargos, des sanctions contre la Russie, certes, elles étaient peut-être mortelles pour l'économie russe, mais la solidarité chinoise a tout cassé. La solidarité chinoise a tout cassé. Nous sommes dans un nouvel ordre mondial qui va être confirmé par les chiffres en 2030. Oui, on vous entend. Allô? On n'a plus de contact avec... Autre question? Oui. Ouais, non. Ben, justement, vous parlez de chiffres et les chiffres sont parlants de la mise en place d'un nouvel ordre économique mondial d'abord, mais il y a aussi un nouvel ordre politique mondial, c'est la disparition de l'hégémonie des États-Unis et de l'OTAN, surtout l'OTAN. Bon, l'OTAN n'est rien sans les États-Unis, on l'a découvert pratiquement voilà, en Afghanistan, quand les Américains ont décidé de se retirer, tout le monde a plié bagages, donc il n'y avait plus d'OTAN. Mais justement, ces guerres, alors Gaza, l'Ukraine, l'Afrique, il y a le Soudan qui est toujours en guerre, après la partition du Soudan, le Sahel qui est déstabilisé, pratiquement, monsieur Riyad Sidawi, on est dans une 3e guerre mondiale. Guerre mondiale, parce qu'on a deux genres de guerre, la guerre froide, évidemment la guerre chaude. Et une 3e guerre mondiale chaude, ça veut dire une confrontation directe entre légions, c'est impossible, parce que pour une simple raison, c'est la fin de la planète, c'est la fin de l'humanité et de notre planète. Mais on parle d'une guerre forward. Qu'est-ce que c'est une guerre forward, par définition? Ça veut dire les grandes puissances nucléaires ne sont pas en confrontation directe, mais par le biais des tiers. À titre d'exemple, la guerre en Vietnam, les Russes, l'Union soviétique, évidemment, a soutenu, a participé même, mais évidemment, discrètement, dans cette guerre contre les États-Unis d'Amérique. La même chose, les Américains, ils ont soutenu les Afghans contre l'Union soviétique quand il a occupé l'Afghanistan. Là, on appelle guerre forward. C'est la même chose aujourd'hui, à titre d'exemple. En Ukraine, il y a un soutien énorme de la part de l'OTAN, donc des États-Unis d'Amérique, vis-à-vis de l'Ukraine. Et peut-être aussi, il y a une présence des officiers de l'OTAN et une participation aussi, mais pas officiellement, c'est toujours discrètement, parce qu'il y a ce que nous appelons les règles de jeu, ou les règles de jeu entre les deux grandes puissances. Il y a toujours une téléphone rouge entre le Pentagone, ça veut dire le ministère de la Défense américain, et le ministère de la Défense russe. Parce qu'une guerre mondiale, 3e guerre mondiale, c'est la fin de l'humanité. Mais une guerre forward, oui, nous sommes dans une guerre forward. D'ailleurs, à mon avis, le changement ou le nouvel ordre mondial a été bien illustré en Syrie. Oui, monsieur Riyad, monsieur Riyad Sidawi. Oui, monsieur Riyad Sidawi, si vous permettez, quand un responsable israélien de l'entité sioniste dit qu'on doit utiliser une bombe atomique, donc cette guerre mondiale peut se déclencher à n'importe quel moment avec des fous qui sont actuellement dans des gouvernements d'extrême droite au niveau de l'entité sioniste. Évidemment, la menace est toujours présente, hein. Mais comme j'ai dit, celui qui déclenche cette guerre mondiale nucléaire, il sait bien que c'est sa fin aussi, c'est sa propre destruction aussi.
Parce qu'on a des têtes nucléaires qui font exploser la planète, la Terre, des dizaines de fois, même pas une seule fois. Donc, revenons à la guerre froide des années 60-70, je pense qu'on va rester dans cette sphère, mais cette fois-ci, peut-être elle est plus forte, plus puissante. Et comme je l'ai dit, le nouvel ordre mondial, moi j'ai constaté en Syrie, parce qu'il y a eu un projet d'éliminer le régime syrien, comme le cas libyen en 2011. Roland Dumas, l'ex-ministre des Affaires étrangères français, sur le plateau de l'antenne d'une chaîne de télévision française, a dit j'étais à Londres 2 ans avant la crise, ça veut dire 2009. Mes homologues britanniques m'ont dit on prépare un plan afin d'éliminer le régime de Bachar al-Assad. Et quand le journaliste français lui a posé la question, mais pour quelle raison, il a dit c'est un régime qui ne veut pas signer un accord de paix avec Israël, qui soutient la résistance libanaise et la résistance palestinienne. Donc il y a une décision au sein de l'OTAN afin d'éliminer ce régime. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que l'intervention russe massive, militaire et même une menace nucléaire a permis que ce plan de l'OTAN a échoué, a subi un grand échec après leur succès en Libye, parce qu'en Libye, la résolution en 1973, son application, c'est une forme d'escroquerie vis-à-vis du droit international par l'OTAN, parce que ça ne stipule pas de changement d'un régime par la force et en plus de l'extérieur. Donc, l'intervention russe et avec le veto chinois aussi, souvent, au sein du Conseil de sécurité, on a un double veto, le veto chinois et le russe, afin de protéger la Syrie d'une intervention de l'OTAN ou intervention étrangère. Et ça veut dire qu'il y a cet axe. Là, nous sommes déjà dans le nouvel ordre mondial, parce qu'il y a eu un grand plan gigantesque de ce que nous appelons le printemps arabe entre deux guillemets, et là, a subi un échec par l'intervention russe. Depuis, nous sommes, à mon avis, dans un nouvel ordre mondial, et chaque jour, et avec chaque événement, il est en train de s'illustrer de plus en plus. D'ailleurs, je vous rappellerai aussi, M. Riyad Sidawi, que Dick Cheney et Condoleezza Rice, à l'époque, ils avaient mis aussi un plan, ce qu'on appelle le nouvel Moyen-Orient. C'est fractionner ces pays arabes en micro-États pour justement diminuer un peu de leur influence. Absolument. C'est le Sykes-Picot 2, ce que j'ai fait ce que j'ai bien expliqué, soit dans mon livre en français du printemps arabe à Daesh, ou dans mon livre en arabe du Tunis à Damas, les vérités cachées du printemps arabe. Et je travaille souvent sur les déclarations officielles des responsables occidentaux, notamment les chefs de services secrets, d'armée, et les ministres de la Défense. Là, ça me rappelle, en 25 octobre 2015, à Washington, Bernard Bajolet, à l'époque, le français Bernard Bajolet, à l'époque, il était le directeur de la DGSE, des services secrets étrangers français, qui appartiennent d'ailleurs au ministère de la Défense français, déclarait le 25 octobre 2015 à Washington, oubliez les cartes de la Syrie et de l'Irak, ces cartes actuelles ne vont plus exister. Il y a des nouvelles cartes qui se composent. D'ailleurs, Daesh, l'État islamique, c'est quoi Daesh? L'État islamique en Syrie et en Irak, Sham ou l'Irak. Ça veut dire qu'il veut créer un État sunnite entre la Syrie et l'Irak et fragmenter la Syrie, fragmenter l'Irak, ainsi de suite. Ben, justement, Monsieur Riyad Sidawi, comme il ne reste pas beaucoup de temps, on termine à 11h30, on est à 11h17. Moi, je voudrais revenir à la deuxième partie de notre sujet. Cette convoitise de l'Afrique par les superpuissances, c'est, bien sûr, c'est dans le nouvel ordre économique mondial. Est-ce que c'est les richesses de l'Afrique qui attirent justement toutes ces superpuissances, cette course à l'Afrique qui est devenue belle, avec de beaux cheveux et tout le monde en veut? Je laisserai la parole au professeur Rudolph. D'accord. Voilà. Excusez-moi alors. Voilà. Écoutez, vous avez tout à fait raison de poser cette question sous cet angle-là. Et moi, je vais la relier pas seulement à la question des richesses économiques, mais également à la question du nucléaire. Il y a une approche de cet Occident collectif qui considère le monde comme un fournisseur de matières premières.
Et les habitants de ce monde-là, qui vivent dans cette région, on a un exemple en Afrique, notamment avec le Niger, seraient par hasard, leur présence serait l'effet du hasard. On peut le déplacer comme on veut. Et cette question des matières premières est fondamentale, pas seulement pour l'Afrique. Si je peux me permettre de le dire sous cette forme-là, parce que je l'ai entendu souvent dans la bouche de certaines élites européennes, je peux enlever le casque une seconde pour pouvoir c'est de dire la Russie, ce sont des mangeurs de patates et des fournisseurs de matières premières. La Chine, ce sont de petites mains. Nous concevons les choses et eux les pratiquent. L'Afrique est uniquement un fournisseur de métaux rares. Il n'y a pas d'existence politique. On revient à ce que je disais tout à l'heure sur cette vision suprémaciste, quasiment raciste du monde. Ça, c'est un élément fondamental du colonial. Et c'est ça, justement, qui est en train de changer. Et dans le rapport qui est en train de se reconstruire actuellement, je ne pense pas qu'il faut tout réduire à l'économique. Ce serait, par exemple, si on entend certains dire aujourd'hui, oui, ce qui se passe à Gaza, c'est parce que ce serait lié au gaz. C'est une insulte à la question palestinienne. Non. Les choses ne se réduisent pas uniquement à l'économique, mais l'économique en fait partie. Mais permettez-moi de revenir sur la question du nucléaire. D'abord, vous imaginez la stupidité complète de dire que nous allons utiliser une bombe atomique à Gaza dans un espace aussi restreint. C'est de la polémique. C'est de l'autodestruction. Non, mais justement, j'y viens. Mais ça s'inscrit dans une lignée. C'est pas le premier à avoir parlé de ces choses-là. En 2018, il y a un rapport du Pentagone qui est paru, qui dit textuellement que les États-Unis peuvent utiliser de façon préemptive l'arme nucléaire et la gagner. Vous vous souvenez de la réponse du président Poutine rapidement, c'est peut-être possible, mais nous arriverons dans ce cas au paradis, mais eux n'auront même pas le temps de s'apercevoir que nous y arrivons. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que les Britanniques, deux premières ministres, l'une, c'est Theresa May et celle qui a duré 44 jours, ont répondu à la question « Est-ce que vous êtes prêts, sans motif et sans prétexte, à utiliser l'arme nucléaire ?» Elles ont répondu sans hésiter « oui ». Et donc ça signifie que ce délirium, qui a sa logique, va dans le sens de cette panique qui saisit l'Occident collectif aujourd'hui. Et nous sommes justement à ce point de fracture. Alors, un espoir. Un espoir, c'est le panafricanisme qui renaît en Afrique, dans ce continent. Et cette jeunesse africaine, d'ailleurs, qui, elle, a pris les rênes. D'ailleurs, on attend les élections au Sénégal aussi, où on parle d'un jeune qui peut faire partie de la course à la présidentielle et qui est anti-occidental, anti-français surtout. Alors, ces Africains qui se soulèvent, je parle du jeune Ibrahim Traoré au Burkina Faso, le Mali, le Niger, mais tous ces pays africains qui ont rejeté la présence coloniale et qui essayent de protéger leurs richesses. Cette génération de jeunes, est-ce qu'elle ne pourra pas changer le cours de l'histoire pour l'Afrique et donner à l'Afrique ses capacités de s'imposer demain, politiquement surtout, puisque l'Union africaine est pratiquement absente sur la scène politique. Zine Cherfaoui, vous le spécialiste. Oui, absolument. Mais en très court comme ça, on donnera la parole à Riyad Sidawi et à Dr Ahmed Ben Saïd. Bien sûr. Oui, vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, vous avez une jeune génération d'abord qui est instruite, qui a fait de grandes universités africaines, de grandes universités aussi européennes, donc qui ont parfaitement conscience des enjeux. Aujourd'hui, c'est une jeunesse qui n'a pas le complexe du colonisé, et donc qui a à cœur, d'ailleurs il y a beaucoup d'Africains qui reviennent sur le continent, il y a beaucoup de jeunes et donc, qui ont à cœur de bâtir le continent, mais aussi de libérer, de continuer la libération du continent africain. On le voit au Niger, on le voit au Mali, on le voit au Burkina Faso. Il y a figurez-vous, la semaine qui vient de s'écouler a été caractérisée aussi par des tentatives de coup d'État en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, etc. Donc vous avez aujourd'hui une jeunesse qui est en
train de contester les pouvoirs en place, les pouvoirs mis par les anciennes puissances coloniales. On sait comment certains présidents sont arrivés au pouvoir. Et les autorités nigériennes qui viennent de dénoncer les accords de défense qu'ils avaient signés avec l'Union européenne et certains pays européens. Eh bien, figurez-vous, la dénonciation dont vous parlez a eu lieu pratiquement quelques heures après la signature d'un accord avec les Russes. C'est parce qu'aujourd'hui, les Africains considèrent que leur intérêt est de tisser des partenariats avec des nations capables réellement de leur proposer des échanges gagnant-gagnant. Aujourd'hui, l'Afrique a toujours été dans des échanges perdants. Voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je dirais tout simplement que la Russie aussi n'a jamais occupé un territoire. Absolument. Donc voilà un peu l'avantage de la Russie en Afrique, n'est-ce pas, Dr Ahmed Ben Saad? Exactement. Alors ce qu'il faudrait aussi parler, donc pour abonder un peu dans le sens de mon confrère Zain Sharfawi, c'est que cette jeunesse aussi, en fait, il y a eu le système colonial, le néocolonialisme français, mais aussi il y a eu depuis, disons, une vingtaine d'années, une incursion de toutes les théories de non-violence qui sont portées par les réseaux Soros en Afrique. Les réseaux Soros sont très puissants, sont très présents, ils sont dans les médias, ils sont dans les mouvements de jeunesse. Il faudrait aussi, maintenant qu'on en parle de manière ouverte dans les médias, il faudrait qu'ils fassent attention justement à de ne pas se faire manipuler par les réseaux Soros, d'avoir en tête l'intérêt de leur pays et non pas ceux des Américains, parce que je rappelle que les réseaux Soros travaillent pour les États-Unis et ils ont travaillé pour les États-Unis dans les révolutions colorées, ils travaillent partout. Les réseaux Soros travaillent avec le département d'État. Il faut qu'ils le sachent. Il ne faut pas qu'ils embarquent là-dedans. Il faut qu'ils aient l'intérêt de leur pays en tête, en primeur. C'est de ça qu'il s'agit et non pas remplacer une puissance par une autre. Et je rappelle qu'il y avait la doctrine Monroe en Amérique du Sud, et maintenant, vu la quasi-disparition des États-Unis, de la France, des pays du sud du Sahel, on voit l'infiltration aussi américaine de manière insidieuse, parce que les États-Unis, on a remarqué qu'ils font pas vraiment beaucoup de bruit, mais qu'ils travaillent en douce. Il faut faire très attention. On peut collaborer avec les États-Unis, on peut collaborer avec la France, mais d'égal à égal. Oui. Merci, Dr Ahmed Ben Saada. Je donnerai la dernière intervention à notre ami, Monsieur Riyad Sidawi, s'il nous écoute. Oui, je vous écoute bien sûr. Alors à propos de l'Afrique, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Riyad Sidawi? L'Afrique aussi a compris qu'il y a un changement, il y a un espoir, parce qu'il y a ce que nous appelons une occasion en or, finalement. La division du monde, le nouvel ordre mondial, entre deux blocs, le bloc sino-russe et le bloc occidental, ça donne une occasion en or aux pays africains afin de chercher leur indépendance réelle, leur indépendance économique, politique. Donc, on a vu la théorie de domino, c'est comme les années 60 aussi, pendant la guerre froide, on a vu la théorie de domino fonctionne. On a commencé par Rwanda, puis notamment par la République centrafricaine, puis c'est le Mali, puis c'est le Burkina Faso, puis c'est le Niger, des jeunes officiers qui sont les fils et les enfants du peuple, et jeunes, très jeunes, ils ont décidé à changer la donne dans leur pays et à chasser le colonisateur, parce que le colonisateur aussi c'est économique, l'ex-colonisateur c'est l'exploitation évidemment de la matière première sans rien donner. Le Niger, à titre d'exemple, c'est un pays parmi les pays les plus pauvres dans le monde. Mais le Niger, c'est grâce à l'uranium du Niger que l'électricité en France fonctionne. À travers les réacteurs nucléaires là en France. Donc, avec Areva ces pays sont riches, mais malheureusement, avec l'exploitation occidentale, sont devenus pauvres. Aujourd'hui, ces jeunes ont pris la décision d'avoir leur indépendance politique et économique en exploitant cette nouvelle brèche qui est l'occasion en or. C'est la division des grandes puissances dans le monde. Je vous remercie, Monsieur Riyad Sidawi, d'avoir été avec nous à partir de Genève. Je donnerai le dernier mot, puisqu'il le demande, au professeur Ridolf. Voilà. Je ne cherche pas à avoir le dernier mot, simplement je voulais insister dans ce formidable chantier d'avenir qui s'ouvre sur l'importance de la culture au sens profond
du terme, sur le changement mental. Et si je voulais que je résume la question, je la résume en quelques mots. L'important dans ce chantier, c'est que nous retrouvions la maîtrise de nous-mêmes et du récit de nous-mêmes par nous-mêmes. Voilà, merci pour ces mots. Alors, je rappelle qu'ils ont été avec moi à partir de Genève, monsieur Riyad Sidawi. Il y avait monsieur Majid Nama, qui est directeur de 2A, le porte-voix du tiers-monde et des noms alignés. Et avec nous aussi monsieur Rudolf Al-Kar, je voudrais le dire en libanais. Ça veut dire le lion. Ça veut dire le lion. Ça veut dire le lion. Donc il y avait le lion avec nous. Toujours avec moi, Dr Ahmed Ben Saada, que je remercie pour tout le travail qu'il fait, pour justement, pas uniquement pour l'Algérie, mais pour l'ensemble des peuples, pour une prise en... Qui veut dire le bonheur. Hein. Qui veut dire le bonheur. Oui, c'est le bonheur. Et monsieur Zine Sharfawi aussi, toujours avec moi. Merci Zine. Et vous m'avez vraiment épaté en étant à gauche. J'espère que la gauche va gagner dans le reste du monde, parce qu'actuellement, c'est la mode de la droite. Mais tu perds un peu trop de vue qu'en Algérie, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Nous travaillons tous, nous allons tous dans le même sens. Non, sur ce plateau, nous sommes dans une phase de libération nationale. Ouais. Et ces gauches dont vous parlez, moi je les appelle aujourd'hui la gauche pentagone. Voilà. Donc il ne faudrait pas être dans la gauche pentagone. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivi. Je remercie l'ensemble de l'équipe technique qui a fait un excellent travail avec nous aujourd'hui et tous les efforts qu'ils ont consentis. Et puis je vous dis au revoir, paix à l'Afrique, paix à ce monde et au prochain numéro. Au revoir.